Donc bonjour à tous. Donc du coup, parlons 2 secondes sur, de l'IA et de la souveraineté et surtout comment on y va, parce que, même si on est bien classé dans les rankings mondiaux, on a des problèmes, là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on est, riche, en tant que pays, enfin que continent ou pays? C'est une vraie question qu'il faut se poser. En fait, la l'Europe est riche parce qu'à un moment on a industrialisé. C'est le moment où j'aurais aimé qu'ils me mettent, ce que j'avais demandé à garder, donc je vais quand même aller chercher ce qui m'intéresse. Il y a un graphique qui est particulièrement illustrant si on veut parler de ça. Ça. Qu'est-ce que raconte ce graphique? Donc, c'est si vous voyez ou pas, ça c'est, l'échelle de temps. Donc là, vous avez de, 0 à, 1800, d'accord? Donc, c'est pas une échelle de temps linéaire et là, vous avez les 2 derniers siècles. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, pendant les 1800 premières années, après Jésus-Christ, on voit que, la Chine et l'Inde, en fait, produisent le GDP, du monde et en fait, en arrivant en 1800, il se passe un truc qui est l'arrivée de l'industrialisation. L'industrialisation fait que l'Europe, donc les États-Unis, l'Europe, le UK et cetera, prennent le pas économique sur les choses. Pourquoi? Parce que ça prend le pas économique. Ça prend le pas économique parce que là où avant, fallait quelques bonhommes, et qu'on avait que des économies qu'on appelle des économies de flux, on se retrouve avec une économie d'assets. Vous avez dû entendre, parler d'un mec qui s'appelle Marx, qui a écrit sur les outils de production. Ça veut dire quoi, cette histoire d'outils de production? Avant, tu faisais avais un ensemble économique, que ce soit un ensemble public ou une entreprise, elle prenait un peu d'argent sur chaque personne qui bosse. Et donc, ça, c'est une économie de flux. Une fois que tu as des outils de production, qu'est-ce qui produit la valeur? Bah, à la fois la personne qui bosse et l'outil de production en lui-même. Et la question, c'est combien de valeur produit l'outil de production? Si, à la place de mettre 40 bonhommes, tu as un bonhomme et des outils de production, quelle est la valeur réelle de ce que produit l'outil de production? C'est ça la question qui se pose. Ça a énormément d'impact, ça. D'abord parce que si on a des outils de production, ça veut dire et qui rapportent autant d'argent, ça veut dire qu'il est intelligent de les financer. Et donc, on se retrouve avec des gens qui vont faire des montages compliqués, disant: «Si tu me prêtes de l'argent, alors je vais créer en avance» et cetera. Donc ça fait ce qu'on appelle la financiarisation. C'est parce qu'il y a des mecs, enfin, c'est parce que il y a Watt qui invente sa machine, là, vous savez, avec les 2 boules qui tournent, qui montent ou descendent un piston, là. Rien à voir avec les chansons de Patrick Sébastien. Heu, les 2 boules qui tournent, ça remplace, en fait, un bonhomme. D'accord? Il y avait un bonhomme derrière la chaudière qui ouvrait et fermait le piston. Là, vous avez des boules qui font mieux le boulot, c'est constant, c'est assez prédictible et de l'autre côté, vous avez 1 supprimé un bonhomme, 2 vous avez du travail. Et ben, cet outil de production-là génère, en fait, à la fin, les subprimes parce que la financiarisation de l'économie. Mais si vous voulez, c'est un modèle mécanique parce que, du coup, on se retrouve avec des boîtes d'assets. Les boîtes d'assets permettent de générer énormément de richesses en très peu de temps, parce que les outils de production génèrent énormément de richesses. Et c'est pour ça que là, vous voyez de 1800 à 1950, la prise de pouvoir de l'ensemble du bloc occidental sur la production d'économie mondiale. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Dans les années 80, doctrine Churuk, d'une façon relativement raciste, on se met à dire: «Oh, quand même, bosser dans des usines, c'est bien pour des mecs qui seraient quand même vachement plus bronzés que nous» et on envoie la totalité des usines en Chine et la Chine industrialise et c'est ce que vous voyez ici. Ce que prouve, en fait, ce graphique, ce que prouve énormément de recherches économiques, c'est qu'en fait, l'industrialisation génère la richesse des pays. Nous, on s'est dit: «C'est pas grave, on va faire des économies de flux sur du cerveau humain» et d'ailleurs, si vous regardez structurellement la structure digitale du tissu économique français, vous avez, bah, les grosses boîtes de services, boîtes de flux, qui prennent les décisions, y compris sur les boîtes d'édition, alors que les boîtes d'édition, elles, construisent de l'asset et construisent du coup, des boîtes d'assets. Le problème, il est, qu'est-ce que ça fait que l'intelligence artificielle?
Mais c'est qu'en fait, on vient de créer des outils de production qui remplacent non pas des muscles humains, comme l'a fait le moteur, mais on est en train de remplacer le cerveau humain. Et là, on peut tous se poser une question sur le sens d'une économie d'assets. Je reviens à ce que je racontais. Donc, le sujet est très important parce que la digitalisation, c'est une ère de révolution industrielle, parce qu'on va créer des volumes larges et répétables de valeur avec des outils de production. Maintenant, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que de l'IA en réalité. Là, j'ai une première réponse qu'en général je donne, que je trouve intéressante, parce que je trouve qu'elle est pertinente, surtout vu que la semaine dernière est mort Edgar Morin. L'IA, c'est faire du code qu'on ne comprend pas. Je m'explique. Vous voyez tous que ça, c'est un micro et ça, mon téléphone. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Pourquoi mon téléphone ressemble à un téléphone et le micro ressemble à un micro? C'est le meilleur form factor pour ton dedans. Oui, mais comment tu le décrirais visuellement? En fait, le problème, c'est que tu n'as pas de mots pour décrire la vision, hormis des trucs de similarité. Quand tu nais, ton cerveau est câblé à tes yeux, et au début, les bébés ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils prennent des impulsions qui viennent des yeux, leur cerveau ne sait pas les traiter. Et progressivement, ils apprennent à voir. Alors, il y a une première phase qui est intéressante, c'est quand les impulsions changent, ça leur génère des gros shots d'endorphine. C'est pour ça que les bébés rigolent beaucoup quand tu leur fais « coucou ». Il y a tous les pixels qui changent en même temps, ils prennent un shot d'endorphine. Et n'oubliez pas que les êtres humains sont avant tout des junkies. Et donc, du coup, le bébé est content, parce que shot d'endorphine, quoi. Mais en vrai, il voit pas, le gamin. Du coup, progressivement, vous allez faire du traitement du signal et comprendre que vous voyez. Puis après, on va vous dire, ceci est un chat, ceci est un chat, ceci est un chat, ceci est un chat. Et à la fin, vous savez reconnaître des chats. Mais si vous essayez de me décrire un chat à un aveugle, vous en êtes incapable, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que tant qu'on a essayé de faire de l'informatique où on expliquait des petits morceaux, en fait, on n'y arrivait pas. La méthode scientifique qu'on déployait en informatique porte un nom, ça a été inventé par Descartes, ça s'appelle le reductionisme. C'est-à-dire tu prends les problèmes, tu les coupes en petits problèmes, et quand tu as fait la somme de tes petits problèmes, tu as un gros problème résolu. Nous, on s'est retrouvés dans une situation où sur la vision, en fait, on savait pas faire ça, quoi. Du coup, on a fait appel à quoi? Edgar Morin a écrit un truc qui s'appelle le nouveau discours de la méthode et qui te dit la complexité. Et qu'en fait, il y a des problèmes, il ne faut pas essayer de les résoudre, il faut borner les problèmes et traiter les problèmes comme des systèmes complexes. Littéralement, un être humain. Soit vous regardez un être humain et vous dites, un être humain, c'est un cœur, un foie, des os, du sang, un cerveau, le tout recouvert de peau et basta, ça fait un être humain. Et si j'ai un spécialiste par organe, la vie est belle. Ou alors, vous dites, putain, c'est chier, quand le foie génère une enzyme, ça impacte le cœur. Ça rentre pas dans le modèle, c'est chiant. Donc, on a fait 300 ans de médecine où on a dit, ça rentre pas dans le modèle, c'est chiant. Puis, on a appliqué la complexité à ça. Ça a donné un truc qui s'appelle la biologie des systèmes. Et la biologie des systèmes, c'est l'application de la complexité à ça. Nous, en fait, en tant qu'IA, enfin, en tant qu'informaticien, la complexité d'Edgar Morin, donc je vous encourage à ce niveau-là à aller lire Edgar Morin, la complexité d'Edgar Morin, en fait, a été appliquée à l'informatique via ça. Il y a des sciences qui ne comprennent toujours pas le concept de complexité. Le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, c'est des gens, ils n'ont jamais été capables d'impliquer la complexité. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils te font une liste des gens dans la boîte avec des KPI personnels et ils te disent machin est le moins efficace, diront machin. Et là, tu as la productivité entière d'une équipe qui s'écroule parce que, en fait, des êtres humains qui bossent ensemble ne sont pas une addition. Voilà. Pour définir la complexité, moi, j'avais une thèse avant qui était pas mal, qui était de vous dire, si vous mettez des carottes, des navets, des tomates, du cumin, une épaule d'agneau dans une marmite, à la fin, vous n'avez pas des carottes, des navets, hein, vous avez une couscous. Couscous, plus de valeur que carottes, cumin, plus machin. Donc, le tout a plus de valeur que la somme. C'est globalement ça que vous devez retenir dans la complexité. Le tout a plus de valeur que la somme. L'IA, c'est le moment où on applique la complexité en fait à l'informatique. Pour faire de l'IA, il vous faut quoi? Il vous faut beaucoup de données où vous savez ce que c'est. Il vous faut de la donnée labellisée.
index de moteur de recherche, user-generated content de réseaux sociaux, ce genre de bordel. Ou alors vraiment des bases de données qui sont faites pour ça, avec des photos, on a dit ceci est un chat, ceci est un chat. Vous savez comment on construit ces bases de données énormes? On met des Philippins à dire qu'est-ce que c'est que ça? Ceci est un chat. Tu vois. Donc voilà, globalement, c'est ça. Donc derrière toutes ces bases de données-là, il y a un travail profondément pénible et décérébrant infligé à des gens. Et c'est globalement ça qui a été financé par l'IA, par les grosses boîtes d'IA au démarrage. C'est énormément ce travail-là. Ensuite, il vous faut du logiciel bien construit pour faire l'entraînement du réseau de neurones. Vous comprenez toujours pas comment l'algorithme fonctionne à la fin, mais vous vous en foutez, vous avez fait de l'apprentissage. Et pour finir, il vous faut du computing power. Ça, c'est le truc où ça fait 15 ans que tous les ministres du digital disent qu'on a perdu une guerre alors qu'on est dans un marché qui croît de 25% par an. Alors, moi, si tous les marchés avaient une croissance de 25% par an, je vous assure que c'est pas une guerre qu'on a perdue, c'est une guerre sur laquelle on ne met pas personne sur le terrain. Voilà. Et à la fin, vous avez des LLM. Un LLM, de base, ça fait que dalle. Toutes les batailles que vous voyez autour des modèles, moi, m'amusent énormément. Parce qu'en fait, si derrière, vous parlez avec des gens qui codent des modèles, et vous dites, mais toi, qui codent des outils d'IA qui utilisent des modèles, et vous lui dites, mais toi, du coup, tu utilises quel modèle? Très sincèrement, un peu n'importe lequel, en fait, on est agnostique. C'est la grande réalité sur les modèles. C'est qu'en fait, il y a quelques modèles fondation. Mais fondamentalement, quand vous codez des trucs qui vont dans les modèles, que vous utilisez Gemma, Claude, ChatGPT, whatever, ça change pas grand-chose à vous dire. Donc en fait, les modèles n'ont pas tant de puissance que ça. Pour faire de l'IA, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un LLM sur lequel vous appelez, un harnais qui va gérer les appels au LLM, et du data access. Votre intelligence artificielle, elle sert à code si elle n'est pas capable d'avoir accès à de la donnée pertinente. Il y a une boîte dont tout le monde parle dans le monde, comme étant une boîte incroyable, s'appelle Palantir. Palantir, à la fin, c'est de la big data open source avec du gros scotch autour. Il n'y a pas de secret sauce incroyable. Ils savent bien le déployer, ils sont bons à ça. Ils sont carrés à le déployer et ils ont un peu de techno interne, mais il n'y a pas de techno révolutionnaire à l'intérieur de Palantir. Ils ont fait la jonction avec l'IA parce que c'était des gros revendeurs des modèles d'Anthropic, etc. Où est-ce que Palantir est bon? Dans le processus de vente de Palantir, ils vont voir la direction générale. Et dans le processus, ils savent très bien expliquer qu'ils doivent avoir accès à toutes les données pour y accéder. Vous n'imaginez pas le nombre de projets Big Data que j'ai vu s'écrouler ces 10 à 15 dernières années, essentiellement parce que les mecs avaient une plateforme de Big Data et ne foutaient pas de données dedans. Donc en fait, si tu veux faire une plateforme d'analyse de log et que tu mets pas les logs dedans, t'analyses rien. Voilà, c'est assez simple comme truc. Et là où en fait Palantir ils sont très bons, c'est ça. C'est qu'ils ont toujours réussi à récupérer toutes les données de la boîte et du coup, le projet de Big Data était un succès. La situation dans laquelle on est, dans le cas de l'informatique agentique, est qu'on a enfin admis un truc. Au lieu d'essayer de faire des protocoles propres, sémantiques, carrés, on a fait MCP. Vous voyez ce que c'est la norme d'MCP à peu près? La norme d'MCP, c'est à peu près... Je vais t'envoyer du texte, tu cales dedans un call avec un LLM, et puis tu me renvoies du texte. Voilà. On a enfin dit genre, allez, vas-y, on s'en bat les couilles. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est que du coup, ça a donné accès à toutes les datas dont on avait besoin. Et donc, pour faire un LLM, vous n'avez pas seulement besoin du modèle, vous avez besoin du harnais qui va coordonner ça, du data access, et au global, c'est ça qui fait que vous aurez des réponses pertinentes. Et en vrai, très rapidement, vous avez des réponses pertinentes. Si vous lui filez accès à votre data, vous avez très, 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 très rapidement des choses très qualitatives, parce que juste, il est bon à un truc, trier de la donnée, etc. Ce qui est très important à comprendre ici, c'est que vous devez considérer le LLM comme une grosse fonction affine. Les gens ont l'impression que l'intelligence artificielle existe, que lui pose une question, que le machin lui répond. C'est pas vrai. Le truc le plus important que vous devez comprendre sur le fonctionnement d'un LLM, c'est que c'est une énorme fonction affine très, très compliquée. C'est-à-dire, vous lui donnez de la donnée en entrée, elle va vous donner de la donnée en sortie. Mais globalement, le truc le plus important, c'est que quand vous discutez avec un LLM, vous ne discutez pas avec, il n'y a rien de persistant, il n'y a pas de mémoire. Ce qui se passe, c'est que
machin vous répond, quand vous réécrivez une question, il prend toute la conversation passée et il la refourre en entrée dans la grosse fonction qu'est le LLM. Mais il n'y a pas de... Il y a ni persistance, ni machin. C'est pas un être vivant. Ça reste une fonction mathématique bien comaque. Mais à la fin, c'est une grosse fonction mathématique. Ce qui du coup est intéressant, c'est que ça permet d'envisager plein de choses. Et notamment, au début, vous vous souvenez, ChatGPT, au début, à un moment, il vous disait, écoutez les gars, vous êtes sympas, mais la conversation est grosse. Faudrait en changer. Bah, en fait, c'était juste que vous pouvez pas mettre le petit x de votre fonction affine à une taille limite qui est liée à la RAM de la fonction de la carte graphique. C'est aussi lié un peu au fonctionnement des modèles qui fait que quand vous mettez trop de trucs dedans, il sait plus par où regarder, il finit par faire de la merde parce que votre ensemble statistique de vecteurs est tellement gros qu'il grabe tout ce qui traîne dans le système et du coup, votre réponse devient complètement con. C'est ce qui explique qu'en RAG, on ait toujours des problèmes parce que globalement, dès que tu lances un hook dans le machin te ramène tout. Donc, c'est hyper chiant. Mais globalement, vous voyez, aujourd'hui, ChatGPT, il vous dit pas « j'ai trop de questions ». Est-ce que vous savez comment il a fait? Parce que c'est hyper con, en fait, comment ils l'ont fait. Il y en a un qui a eu un jour l'idée, c'était hyper simple. Il compresse, c'est très simple, hein. Il fait juste une requête au LLM en lui disant « bah voilà ma conversation, est-ce que tu peux me la résumer? Oui, merci », et il repart de là. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant et le principal truc que vous devez comprendre à propos de l'intelligence artificielle, c'est que l'ensemble des innovations actuelles sont essentiellement des LLM qui appellent des LLM qui appellent des LLM et qui se révèlent entre eux. Claude, par exemple, ils vous font des bien meilleures réponses. Vous savez pourquoi? En général, c'est pas votre prompt qui arrive à Claude. La première chose qu'il fait, c'est qu'il prend votre prompt et il appelle un petit modèle en lui disant « Tu es un expert en écriture de prompt pour l'IA. Prends le prompt de l'utilisateur qui est bien de la merde. Est-ce que tu peux m'écrire un prompt de qualité, s'il te plaît ?» Et en fait, après, il prend ce prompt de qualité, il le colle et il te dit « Bah tiens, on a répondu à ton prompt. On n'a pas répondu à ton prompt. » En fait, il a commencé par faire une première passe. Et donc, ça, c'est très important à comprendre. C'est que ce modèle agentique, la quasi-totalité de ce qui va se passer, c'est qu'on fait ce genre de choses. Et il y a des trucs qui ont l'air magiques, qui sont en fait assez cons. Vous avez joué... Qui a joué avec Claude pour Excel? En vrai, c'est une merveille, ce truc. Enfin, je ne sais pas combien d'entre vous on va se taper des plans financiers, mais moi, en tant que CEO, c'est quand même un de mes sports, quoi. Et donc, tu te tapes des plans financiers. Et Excel, c'est quand même c'est un monde particulier. Enfin, les gens qui font ça, en général, des kinks sexuels chelous. Enfin, c'est vraiment très bizarre, le monde d'Excel, quoi. Enfin, c'est toujours un truc très chelou. Et du coup, tu tapes cette espèce de truc qui est très chiant où tu as fait un plan au quarter, tu as besoin d'un plan de financement au mensuel. Tu vas te retrouver à diviser tes cellules, etc. Enfin, là, tu passes 1 heure de pur labeur et de raccourci clavier imbitable de chez Microsoft, quoi. Là, avec Claude pour Excel, tu lui dis, mais gros, tu peux aller me diviser mes quarters en mensuels et le truc te le fait. Et en vrai, il est intelligent pour le faire, il le fait très bien et tu gagnes énormément de temps. Est-ce que vous savez comment ça marche? En fait, j'ai découvert que chez Microsoft, ils avaient fait une API TypeScript interne de tous leurs gros produits Office, qui a une doc hyper carrée sur le site de Microsoft. Et donc, bah, globalement, ce qui se passe, c'est que Claude leur a dit in Excel, il va taper la doc de chez Microsoft, de l'API interne, et il génère des scripts à la volée qui s'exécutent dans le Excel, et voilà. Hyper simple. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est hyper simple. Vous pouvez appréhender les choses d'une façon simple. Et donc, toutes ces innovations-là, qui sont des innovations d'usage énormes, en fait, sont extrêmement liées à cette compréhension-là. Et donc, notre job en tant que développeur, bah, il shift. Avant, globalement, notre boulot, c'était d'écrire des lignes de code. Et chaque ligne de code nous coûtait une fortune à écrire. Et donc, du coup, c'était le code qui était livrable. Aujourd'hui, notre boulot, c'est d'orchestrer des agents qui vont écrire du code. Et notre boulot, c'est de faire de l'agent. La première chose, c'est que la ligne de code venant de baisser considérablement en coût, ça veut dire qu'on peut faire des POC. Ça veut dire qu'on peut tester des trucs. Ça veut dire que des micro-fonctionnalités qui avant coûtaient trop cher, mais qui étaient géniales pour l'utilisateur, mais qu'on n'allait pas pouvoir faire parce qu'elles coûtaient trop cher, deviennent accessibles. Ça veut dire qu'en tant que développeur, vous pouvez faire beaucoup plus attention aux détails.
Vous pouvez faire des petits effets graphiques qui étaient hyper chiants à faire avant. Vous pouvez faire des validations. Enfin, voilà, dans des projets un peu rapides. Avant, on validait côté serveur, mais on validait jamais côté utilisateur. Parce que c'était chiant de faire les deux validations. Là, on écrit les règles de validation une fois, on lui dit, bah, tu fais les mêmes sur le serveur et sur le client. Pas votre problème, quoi. Et donc, au global, vous allez faire quelque chose de bien mieux. Mais surtout, le code, il va passer au background. Qui a déjà été dans des grosses boîtes où il y avait des cahiers de validation? Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, pendant longtemps, on avait des gens qu'on appelait la QA, qui récupéraient un espèce de gros docx bien baisé, dans lequel on leur disait, bah, l'utilisateur clique sur le bouton machin, ça doit générer ça. Ensuite, il clique sur le menu machin, ça doit générer ça. Il fait un user input de ça, ça doit générer ça. Et petit à petit, l'utilisateur se retrouvait on testait intégralement le fonctionnement d'un logiciel. Ça, c'était réservé à des gens qui avaient beaucoup d'argent et des gros besoins de qualité, parce que c'était hyper chiant à faire avec des gens. Du computer use d'un agent, ça fait quoi? Si ce n'est exactement ça. C'est-à-dire que là où avant, on ne pouvait pas se permettre d'aller aussi loin, dans votre production et dans les tokens que vous allez composer aujourd'hui pour faire de l'IA, le code, c'est une petite partie. Ce que vous attendez, c'est... Alors, d'abord, la première chose, pendant que vous produisez le code au LLM, le LLM, encore une fois, c'est un perroquet scolastique. Hein. Il est relativement débile. Donc, les chances pour qu'il produise du code qui compile pas sont non négligeables. De là, vous avez deux options. Soit vous faites un langage hyper laxe. Ça va compiler au plus vite et ça va aller se récher ensuite au runtime. Soit vous faites un langage pas laxe du tout. Moins le langage est laxe, plus votre LLM va écrire de la merde, compiler, se récher, reprendre l'écriture. C'est pour ça que des langages qui n'ont pas de structure de type intelligente à la Go ou ce genre de trucs ne sont pas intéressantes. Vous faites du web aujourd'hui, votre LLM, il vous pousse au TypeScript. Pourquoi? Parce qu'il a besoin du plus de rudeness possible du compilateur. C'est pour ça que Rust, en ce moment, marche à fond. Ça a un autre impact, c'est que les langages de niche deviennent accessibles. C'est une blague qu'on fait chez Clever. Donc, chez Clever, notre pile d'observabilité repose sur un logiciel qui s'appelle Warp 10, donc Warp 10, qui est extraordinaire. Enfin, c'est la base de données time series la plus, Geo time series même, la plus avancée du monde sans aucune distinction. Enfin, on a mis des milliards de Geo time series concurrentiels dans ce truc. Ça scale à une époque où il était installé sur 80 machines. Là, on est sur beaucoup moins parce qu'on a fait des grosses passes d'optimisation sur le code lui-même. Enfin, on a dégagé HBase au profit de Fondation DB. Enfin, on a fait plein de trucs cool dedans, mais voilà. Quand tu requêtes un Warp 10, pour plein de raisons, en fait, relativement saines et sereines à l'intérieur de Warp 10, le langage de requêtable sous Warp Script, c'est un langage à pile en notation polonaise inversée. C'est pas une blague, ça s'appelle vraiment comme ça. Globalement, imaginez que si vous voulez faire une addition, vous allez écrire plus espace 2 plus espace 4. Et donc, l'état de la pile, ce sera 6. Voilà. À écrire, pénible as fuck. Et donc, il y avait 3-4 personnes en interne qui savaient à peu près écrire du Warp Script. Et globalement, tout le monde en interne allait pleurer chez elle à chaque fois qu'ils avaient besoin de faire un truc compliqué en Warp Script, quoi. Bah là, on a écrit une skills pour l'IA, en expliquant comment écrire du Warp Script. Ensuite, on a pris toute la doc de Warp Script et on l'a summarise sous un gros MD. On l'a appelé doc et on l'a dit tu pointes là. Et puis maintenant, tu as des gens qui produisent des 150 lignes de Warp Script sans avoir jamais vu à quoi sert ce truc. Et ça requête le cluster et ça fait très bien le boulot. Et comme c'était nous qui avons revu en interne les règles de comment on doit les écrire dans les skills, il fait même pas de conneries quand il écrit Warp Script. Ce qui veut dire qu'en tant que développeur, là où avant on pouvait avoir très peur d'une technologie parce qu'elle coûtait très cher à apprendre, en fait, si vous vous en servez juste en périphérie, vous vous en tamponnez, parce qu'en fait, votre LLM, faut que vous imaginez que le LLM, c'est le stagiaire le plus con que vous ayez jamais eu, sauf qu'il a lu toutes les thèses. Et donc là, vous pouvez l'envoyer sur un point d'ultra expertise. Ce qui veut dire que toutes les technos hyper niches, vous allez pouvoir les reprendre en étant propre et en comprenant ce que vous faites de loin. Vous n'avez pas besoin d'un expert en Warp Script, vous avez juste besoin de lui charger la bibliothèque. Et donc ça, c'est vraiment génial. La première chose, donc, quand je dis le code move au background, c'est ça.
C'est-à-dire que votre boucle de rétroaction entre le LLM et votre compilateur va vachement vite, et donc vous avez intérêt à avoir le compilateur le plus con du monde pour vraiment le forcer à écrire du bon code. Ceux qui voient mes conférences depuis 15 ans se diront, mais en fait, du coup, ce que tu dis depuis 15 ans qu'il faut du functional programming et du langage avec des forts types se valide? Oui, voilà, oui. Ensuite, bah, ce que vous voulez, c'est qu'une fois que ça compile, les tests du truc fonctionnent, et donc vous avez intérêt à être test-driven development, parce que vous avez intérêt à, au maximum, taper les tests, et donc être capable de générer de la compilation. Puis, vous allez move forward. Si vous faites un système distribué, vous ne pouvez pas tester un système distribué. Pour ça, on fait ce qu'on appelle de la simulation. La simulation, c'est quoi? C'est quand vous avez des gros frameworks et on dit, bah, on va le lancer sur 400 machines. La machine qui est là-bas, elle fait 30% d'erreurs de mémoire ECC. La machine qui est là, elle passe son temps à s'allumer, s'éteindre. La machine qui est là, elle a un réseau qui est hyper lent. La machine qui est là, elle perd 20% de ses paquets réseau, etc. Comment est-ce que le truc se comporte et est-ce que ça fonctionne? Et ce machin-là génère des rapports pour dire, bah, ton système distribué s'est explosé, tu avais des erreurs de solde dans ton système bancaire, enfin, tout ce que vous voulez qui peut se produire dans un système distribué. Ça, le simulateur, ça va être la stack d'après. Et pour l'interface utilisateur, bah, en fait, tu vas lui dire, on fait du computer use avec de la computer vision qui regarde l'écran, qui clique sur l'écran, etc. Et c'est ça que vous allez aller chercher. Ce que j'essaye de vous expliquer là, c'est que le truc qui a fait le socle de notre vie en tant que développeur pendant des années, qui était produire du code, en fait, est baissé très bas, et que toute l'importance de ce qu'on doit faire, nous, c'est comment on teste et on valide. Exactement ce qui s'est passé dans l'industrie il y a 30 ou 40 ans avec l'arrivée de la qualité et 2001. Tu produis un bordel, et après, tu as une partie non négligeable de ta stack qui consiste à dire, est-ce que ce bordel est globalement ce que j'avais prévu? Est-ce que la pièce, elle mesure la taille qu'elle était censée avoir? Est-ce qu'elle est dans le bon matériel? Est-ce qu'elle est résistante? Est-ce qu'elle n'a pas de fissures? Est-ce que, etc. C'est la différence de moi, quand j'ai commencé ma carrière et qu'on produisait des bidules en Chine, on recevait l'électronique chinoise et on la retestait en Europe et on avait 15% de déchets. Petit à petit, les Chinois se sont mis à faire la qualité d'appliquer les processus 9001 chez eux. Et on a arrêté de tester quand on est tombé sous 0,1% d'erreur, parce que bon, on a autre chose à faire de nos vies, quoi. En fait, les tests ont déjà été faits. Et ça, c'est très important, c'est de voir que nous, en tant qu'ingénieurs industriels, parce que le code, en fait, est de l'industrie, on doit aller rechercher maintenant la connaissance de ces milieux-là, qui est de créer des vrais processus industriels de qualité et de calimétrie sur ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est pas une threat, c'est une opportunité. Parce que c'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est ça qui doit nous permettre de construire les choses. Pour les agents, un truc qui est très important. La première chose, c'est qu'en fait, votre agent, il va agir pour vous. Pour faire ça, il a besoin de quoi? Il a besoin de se faire passer pour vous, mais vous n'avez pas envie de lui donner vraiment vos clés. Aujourd'hui, on fait tous un truc immonde, on donne les clés à nos agents, et il fait tout en tant que nous. Nous, ça fait des années qu'on bosse sur une techno qui a été faite par des gens qui étaient chez nous, qui sont partis, plein d'autres gens se sont mis à bosser dessus derrière, il y a d'autres boîtes qui l'ont adopté, ça a été pris dans la fondation Eclipse, aujourd'hui on rebosse beaucoup dessus, c'est un truc qui s'appelle Eclipse Biscuit, et Biscuit, il sait faire un truc, il sait permettre de faire de la délégation. De plus en plus, on doit créer des technologies où quand on donne à un agent un token, on doit être capable de restreindre ses droits à ce qu'on veut qu'il fasse. En fait, ce qu'on veut, c'est tous lancer les agents en dangerously skip permission, mais avec des tokens qui lui permettent pas de faire n'importe quoi. En fait, on s'en fout que le truc nous pose la question toutes les 2 minutes. En vrai, c'est agaçant. On veut juste pas qu'il ait le droit de supprimer le projet. S'il peut pas supprimer le projet, il peut bien essayer 4 fois. Franchement, je m'en fous. Hein, tu vois, avance. Et donc ça, c'est un des points qui est important. C'est que dans le système d'authentification, de plus en plus, on va dire on délègue. Et donc, ton agent va avoir le droit de déléguer et de faire beaucoup de choses, mais du coup, on va réduire ses scopes. Et donc, du coup, petit à petit, vous allez voir agent machin truc, in behalf of Quentin, in behalf of, etc., apparaître dans vos interfaces, et c'est ça que vous devez viser. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, on va demander au truc de gérer l'argent lui-même. Là, c'est un protocole dont je vous parle qui s'appelle X402. Le machin, enfin, c'est certaines API, donc chez Clever, on va bientôt lancer les API qui font ça. Le truc vous répond, alors, cette API-là, elle est payante. Voici un biscuit pour l'utiliser.
et va mettre de l'argent sur la blockchain à telle adresse en dépôt. Ensuite, tu utilises l'API, ça fait des microtransactions. Et quand tu as fini ta session, tu dis j'ai fini. On garde l'argent qu'il faut sur la blockchain et on te renvoie ce qui reste. Pourquoi ça c'est important? Parce que de plus en plus, votre agent, en fait, il va se balader, il va aller chercher des infos, des capacités, etc. Et ça, vous pouvez être capable de vous en servir. Et c'est ça qui va générer, en fait, de la valeur. Et donc, le décloisonnement des choses. On a une opportunité européenne. Pour l'instant, toutes ces transactions-là se font en USDT, donc en stablecoin USD. Je pense que l'euro numérique pourrait être une façon d'aller vers des choses hyper propres là-dessus. Je vois que je suis over. Donc, ce que je voulais vous expliquer là-dessus, c'était le premier truc. C'est que ces briques-là sont open. Il faut absolument que vous les compreniez parce que la souveraineté, c'est la capacité de compréhension. Comme j'ai pas le temps, je vais passer à toute vitesse un tas de graphiques hyper frustrants en économie. Mais par contre, ce qui est important à propos de ça, c'est que vous avez ces graphiques-là dans une conférence que j'ai donnée à Rouen il y a 6 mois à Codeur en scène, donc vous la trouvez sur YouTube. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on ne peut pas se permettre, à l'âge de l'industrialisation de la prestation intellectuelle, de ne pas s'en occuper le plus vite possible. Et ce que vous devez comprendre, c'est que les offres bundlées, en fait, planquent la complexité et pour ça se rentabilisent sur vous. Quand vous utilisez Claude Code, en fait, Claude vous fournit le LLM, le harnais, les MCP, tout. Et donc, se rentabilise sur vous. Votre travail en tant qu'ingénieur, c'est de comprendre comment ça marche. Donc, jouez avec OpenCode, jouez avec Pi, jouez avec l'ensemble des systèmes. Essayez de changer le LLM que vous bindez derrière. Vous pouvez jouer avec OpenRouter pour ça. Vous pouvez essayer de démarrer des LLM sur votre machine si vous avez de la RAM. Si vous avez de la RAM, vous pouvez revendre votre machine. Elle coûte très, très cher. Ce que j'explique, c'est que vous devez absolument travailler sur l'unbundling des offres de façon à ce que ça fonctionne. Et si vous voulez être souverain, la première chose que vous devez faire, c'est comprendre de quoi ça s'agit derrière. Merci beaucoup de votre attention et je suis disponible pour toutes les questions que vous voulez. Merci Quentin.